Dès la commande, le maître d'ouvrage doit se poser les bonnes questions sur les performances du bâtiment, les compétences des équipes et le coût. Et tout d'abord, exigences réglementaires. RT 2012, bâtiment BBC, passif ou à énergie positive, car à chaque exigence, son niveau d'étanchéité à l'air spécifique qui impacte sur de nombreux choix, aussi bien en conception qu'en construction. Cette problématique du confort associé à la maîtrise des charges, notamment des charges de chauffage, elle est prépondérante. Pour un projet de rénovation, la réalisation d'un test d'infiltrométrie est recommandée pour définir les performances à atteindre, étroitement dépendant de l'état initial et du niveau d'investissement envisagé. En rénovation, il y a énormément de choses à faire puisque pour l'instant, depuis l'après-guerre, les bâtiments ont surtout été conçus pour être éventuellement un peu isolés. Mais en aucun cas, même quand il y avait un bâtiment isolé, on était en présence d'une enveloppe étanche à l'air performante. Or, il faut restaurer cette enveloppe étanche à l'air. Il y a une demande à ce niveau-là qui est sans cesse croissante. Par ailleurs, lors de la consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre, il est recommandé de spécifier les compétences requises dans le domaine de l'étanchéité à l'air, référence ou formation suivie. Selon la réponse de l'équipe, il sera alors important d'identifier si un accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre est nécessaire, en particulier pour un premier projet. On s'est donné l'aide également d'un assistance à maîtrise d'ouvrage qui, lors d'une première réunion avec les entreprises désignées pour réaliser ce bâtiment, leur a expliqué toutes ses attentes, toutes ces contraintes qu'ils allaient rencontrer lors de la construction. Et là, j'ai trouvé des entreprises interrogatives sur la façon dont ils allaient mettre en œuvre ce que demandait l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Enfin, il faut intégrer et anticiper les mesures d'étanchéité à l'air dans le budget initial du projet. Il faut d'abord que notre promoteur soit le premier à vouloir. D'ailleurs, quand on fait des formations, on nous dit bien que le BBC ou les performances thermiques, c'est d'abord une volonté du maître d'ouvrage. Tant qu'à faire un nouveau bâtiment, pourquoi ne pas essayer de réfléchir à y inclure des normes environnementales un petit peu nouvelles ? Donc on en a discuté en conseil municipal et on s'est fait peur parce qu'au début, notamment au niveau du financement, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, on avait mis le doigt dans un engrenage et puis on n'avait pas vraiment la finalité financière et de ce qu'allait représenter cet engagement. Cette phase de réflexion lors de la commande est primordiale. Elle va orienter toutes les décisions ultérieures, tant au niveau de la conception que de la réalisation. Il est impératif de le penser en amont, c'est-à-dire dès les plans, savoir qu'à tel endroit, au niveau d'une structure, on va avoir une membrane qui passe et cette membrane, est-ce qu'elle sera correctement mise en œuvre ou pas ? Ce qui fait que moi, ça m'amène à faire modifier des plans structurels pour justement éviter d'avoir des points singuliers qui deviennent des points, on va dire, où la mise en œuvre devient délicate. Les équipes de maîtrise d'œuvre, architectes et bureaux d'études n'ont pas toujours conscience que le travail sur l'étanchéité à l'air doit démarrer dès le niveau concours ou esquisse. Pour beaucoup d'entre eux, cela concerne principalement la bonne mise en œuvre réalisée par les entreprises en phase chantier. Or, le traitement en détail de l'étanchéité à l'air doit être envisagé collectivement très en amont comme un travail transversal. Tout doit être vraiment connu au départ et je vous avoue que sur toutes ces nouvelles directives en fait, qui nous sont données par des textes, par des normes pour atteindre ces objectifs, c'est une démarche de projet qui est énorme. Alors on ne travaille pas tout seul bien sûr, on travaille en équipe, ça, on avait déjà l'habitude de travailler en équipe dans nos métiers. Aujourd'hui on intègre dans nos équipes des bureaux d'études environnement dès le début. Les bâtiments deviennent de plus en plus techniques et on s'entoure de plus en plus tôt de bureaux techniques. Le risque sur des bâtiments comme ça, c'est tout simplement que l'étanchéité soit pas en fait aux exigences souhaitées. D'où l'intérêt de se voir très tôt, de se mettre un petit peu en situation à la place des entreprises, voir imaginer un peu les systèmes de mise en œuvre, etc., de telle sorte que notre solution soit la plus pertinente et qu'elle soit surtout réalisable par les entreprises. On essaye de travailler au stylo et faire le tour de notre bâtiment tant en coupe qu'en plan, sans lever le stylo. Ça veut dire que quand on arrive à peu près en coupe, faire le tour de la position de l'isolant et de la partie isolante du bâtiment, que ce soit en coupe ou en plan, on a à peu près gagné. Ventiler
Dès les premières esquisses, puis sur plan et coupe du projet en conception, le système d'étanchéité à l'air doit être défini autour du volume chauffé, en adéquation avec l'étude thermique. Cette étape implique de repérer les locaux non chauffés, tels que garages, locaux techniques, paliers, parties communes, et d'appréhender au cas par cas l'impact sur l'étanchéité à l'air. Dans le cas d'une maison individuelle avec garage accolé, il est important d'identifier ce local comme non chauffé et de l'exclure de l'enveloppe étanche à l'air. Par conséquent, le tableau électrique est disposé dans l'habitation, ce qui limitera les traversées, et la porte de séparation entre garage et habitation sera étanche et isolée. Voilà, Sébastien, notre volume étanche à l'air, j'exclus l'ascenseur. Dans le cas de cet équipement scolaire, l'ascenseur a été disposé dans un sas hors volume chauffé. Ainsi, il reste accessible et n'occasionne plus de perte thermique et fuite d'air dans l'enveloppe. L'équipe de conception doit donc identifier lors de cette étape les principes d'étanchéité à l'air liés à chaque mode constructif en définissant les matériaux employés et les nœuds de complexité aux différentes interfaces. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on regarde la partie ici de jonction dont on a parlé qui était compliquée, puisque pour l'instant, elle n'apparaît pas sur les coupes et ça va effectivement être un nœud, pas un nœud à problème, mais c'est un point vraiment important sur l'étanchéité. Les solutions d'étanchéité à l'air pour des constructions en béton banché, des constructions en bloc maçonné ou des constructions à ossature légère ne seront pas les mêmes. Le béton banché est étanche à l'air, mais dans le cas de panneaux préfabriqués, les jonctions, tout comme les joints de dilatation, devront faire l'objet de prescriptions particulières. Quant aux éléments en bloc maçonné par pain ou brique, de par leur porosité, ils nécessitent un traitement spécifique, type enduit intérieur, trop rarement prévu. Pour les ossatures légères, bois ou acier, on a recours à des membranes ou à des panneaux, le tout jointoyé. Enfin, on peut mettre en œuvre le système récent des panneaux bois massifs structuraux dont l'étanchéité doit être vérifiée auprès du fabricant. Ces différents plans d'étanchéité à l'air sont à jointoyer entre eux de manière continue car ces interfaces entre plusieurs matériaux sont en général les points les plus sensibles du plan d'étanchéité à l'air. La membrane en partie courante, elle est relativement facile à mettre en œuvre, mais c'est toute la complexité des liaisons avec les fenêtres, des volets roulants, des seuils, des conduits de cheminée, de tous les petits points spécifiques. Un autre point majeur concerne le choix des menuiseries. À frappe, plutôt performantes, ou coulissantes, posant parfois des problèmes sauf si elles sont levantes coulissantes ou à translation. Et les coffres de volets roulants qui restent des points singuliers et dont les fournisseurs doivent garantir l'étanchéité. L'étude méthodique des fluides est également importante puisqu'il s'agit d'en limiter les traversées. C'est pour cela qu'il faut intégrer le tableau électrique au volume chauffé et qu'il faut également avoir recours au vide technique, au mur et au plénum au plafond. Pour les gaines techniques, on les sépare assez pour faciliter les interventions. Cela suppose de prévoir en plan un espace suffisant. En résumé, tous les détails de jonction et les interfaces complexes doivent être étudiés et définis précisément par l'équipe de maîtrise d'œuvre au moment de la conception. Un bon chantier, puisque le métier d'architecte c'est aussi de construire, c'est d'avoir finalement préparé correctement les phases techniques, ce qui permet effectivement d'avoir des déroulements de chantier où on évite d'être en permanence à résoudre sur place des sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment réfléchi. Donc au contraire, c'est un gain de temps. Et puis le charpentier qui aura fait un caisson étanche à l'air. Donc ce caisson, il devra assurer la continuité de l'étanchéité à l'air qui existe déjà dans la structure béton. D'accord. Et donc on doit regarder aujourd'hui les raccords. Plus le nombre d'entreprises intervenant sur l'étanchéité à l'air est élevé, plus la conduite de travaux sera pointue. D'un système en lots séparés, on peut alors s'orienter vers la définition d'un macro-lot hors d'eau et hors d'air. Et la rédaction des pièces techniques est le véritable passage de relais entre d'une part l'architecte et le bureau d'études et d'autre part les entreprises. Chaque lot se référera au passage qui lui est propre dans le CCTP, mais il est également intéressant de regrouper l'ensemble des préconisations dans un cahier général destiné aux entreprises concernées par l'étanchéité. Il faudra être vigilant dans le descriptif, là, quand on sera à la rédaction des pièces, de bien expliquer le côté transversal, c'est-à-dire que préalablement au CCTP, qu'on puisse donner des indications générales sur l'étanchéité à l'air, parce qu'il y a finalement pas mal de passations
d'étanchéité entre entreprises, Voilà, entre matériaux. Dans le dossier de consultation des entreprises, d'abord, il a fallu insérer ce qu'on va appeler des fiches systèmes constructifs qui indiquent bien ce qui réalise proprement la perméabilité à l'air au niveau de toutes les jonctions. Donc ça faisait partie intégrante du dossier de consultation d'entreprise. Premier point. Deuxième élément, quand on a réalisé la consultation des entreprises, nous avons cru bon d'auditionner toutes les entreprises pour voir 1. Leur degré de compétence, 2. Leur degré d'expérience et 3. Leur degré de motivation pour s'engager sur un tel projet. Une fois les entreprises sélectionnées, se pose parfois pour elles la difficulté d'approvisionnement de ces produits spéciaux d'étanchéité et de leur mise en œuvre quand ceux-ci sont nouveaux, car il faut qu'ils soient de bonne qualité et compatibles entre eux. Il existe une gamme étendue de produits. Il est bon que chaque entreprise se familiarise avec ceux qu'elle peut trouver auprès des fournisseurs en prenant soin de vérifier leur efficacité et leur adéquation avec l'utilisation prévue. Je pense qu'il y a une meilleure connaissance des produits aussi. On est parti à essayer de réinventer le monde et travailler avec des mousses qui n'étaient pas du tout faites pour, du silicone et des choses comme ça. Maintenant, sur le marché qui existait déjà avant, mais qui était une niche, et maintenant toutes les entreprises y font appel, on a quand même un panel de matériaux qui sont capables, en toute situation, de répondre à des problèmes donnés. Donc ça, et les entreprises en ont connaissance. On a réussi aussi à les intégrer systématiquement dans nos CCTP. Je pense que c'est une chose importante parce que si ce n'est pas décrit, vu les coûts, ce sont des éléments qui coûtent quand même relativement cher sur le papier, mais qui rendent des services tellement importants par rapport à la pérennité du bâtiment qu'on ne peut pas s'en passer sur le fond. Enfin, la professionnalisation indispensable à ces nouvelles pratiques passe par une formation, un équipement et un outillage spécifique.